mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Maurice Soudieck Dione. Il est professeur agrégé des universités, enseignant-chercheur en sciences politiques. Maurice Soudieck Dione, bonjour. C'est encore un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Baye Oumar. C'est un plaisir d'animer avec vous cette émission Objection et je salue tous les auditeurs de la radio Sud FM. Alors, d'abord, le sujet qui fait actualité, c'est la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. C'est bon de rappeler la procédure. Tout est parti du rapport de la CENTIF. La CENTIF qui a saisi le procureur de la République, lequel procureur de la République s'est rapproché du procureur général qui, à son tour, a saisi le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, le ministre de la Justice aussi a transmis à l'Assemblée nationale. L'institution, à son tour, a mis en place une commission ad hoc qui s'est basée sur son règlement intérieur et cette commission ad hoc s'en est suivie la plénière finalement et en définitive la levée de l'immunité parlementaire s'est opérée depuis ce vendredi. Dites-nous, Maurice Soudieck Dione, que dire sur la procédure? Je crois que la procédure a été respectée. Elle a été respectée d'autant plus qu'il faut rappeler que c'est sur la base d'un rapport de la CENTIF de 2023 que le mis en cause, l'honorable député Farba Ngom, a été donc... cette procédure a été mise en mouvement contre le député en question. Et il faut dire aussi que la CENTIF, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières et c'est une institution qui est autonome, placée sous la tutelle du ministre chargé du budget avec une autonomie financière. Et donc la CENTIF travaille sur tout ce qui porte sur le blanchiment de capitaux avec des ramifications sur le plan international et sur le plan communautaire. Donc la CENTIF joue un rôle, je crois, qui est essentiel dans le dispositif de sécurisation des États par rapport à l'argent donc qu'on pourrait blanchir ou qu'on pourrait utiliser à des fins de terrorisme ou autre, en tout cas dans le cadre d'activités délictuelles. Donc, jusqu'ici des soupçons. Je pense que oui, c'est des soupçons. D'ailleurs, dans la loi sur la CENTIF, la loi de 2024, il y a d'abord les personnes assujetties, c'est-à-dire ces personnes-là qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, peuvent constater la migration de fonds suspects ou la migration suspecte de fonds. Alors tout ça, plus exactement la migration suspecte de fonds, et cela, ce sont les personnes assujetties. Mais il faut dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle les personnes politiquement exposées. En sciences politiques, quand on veut chercher ceux qui ont du pouvoir, il y a trois méthodes essentiellement. La méthode institutionnaliste, c'est-à-dire qui occupe une position de pouvoir. Nous avons à côté de cette méthode la méthode substantialiste, c'est-à-dire qui a du pouvoir, et ici le pouvoir rime avec influence. Et la troisième méthode, c'est la méthode interactionniste, qui a la capacité de contraindre qui sous la menace de la coercition. Donc voilà les trois moyens de repérage du pouvoir en sciences politiques. Et parmi les personnes politiquement exposées, nous avons non seulement les chefs d'État, les ministres, les personnalités qui, au sommet du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire, occupent des positions où elles sont exposées. Et il y a aussi, par rapport toujours à ces personnes politiquement exposées, on l'oublie souvent, il y a les hauts responsables politiques aussi qui font partie des personnes politiquement exposées. Et il y a en plus les personnes étroitement associées à une personne politiquement
politiquement exposé. Donc voilà tout cela qui montre déjà que c'est une... Qui montre l'étendue du champ d'investigation. Oui. Il faut dire que c'est un rapport de 2023, c'est-à-dire que c'est un rapport qui ne date pas de maintenant, qui a été fait sous le régime du président Macky Sall. Et ça aussi, il est bon de le relever. Il est bon de relever aussi que l'article 66 de la loi de 2024 exige à la CENTIF de transmettre le rapport au procureur. Et le procureur a en l'espèce ces capacités d'appréciation qui sont neutralisées. Le procureur de la République transmet le rapport à un juge d'instruction. Il n'a pas la capacité et la qualité à apprécier de l'opportunité des poursuites ou de classer sans suite. Donc le procureur est ici en l'espèce une simple courroie de transmission procédurale. Il transmet. Il ne fait que transmettre. Donc, il n'a pas de pouvoir en tant que tel d'appréciation sur le dossier. Et ici, le garde des Sceaux a rappelé oui, justement, ce statut qu'occupe ce présent député. La transmission serait directement du procureur au juge d'instruction. Tout à fait. La transmission aurait dû être automatique s'il n'y avait pas cet obstacle procédurale qui est la levée donc de l'immunité parlementaire de la personne mise en cause. Et je pense que cette immunité, elle est faite pour protéger le député. On distingue deux formes d'immunité. L'immunité de fond qui sert à protéger le député dans l'exercice de ses fonctions à travers les votes et les opinions qu'il émet à l'Assemblée nationale dans l'exercice de sa fonction ou de sa mission de député. Et nous avons aussi l'inviolabilité qui est l'immunité de forme, c'est-à-dire interdiction qui est faite hors session d'arrêter un député sans lever préalablement son immunité parlementaire, sauf naturellement en cas de flagrant délit. Et justement, ici, c'est un député en cours de mandat. Exactement. Et deux institutions parallèles, distinctes, qui sont liées par un dossier précis. En termes de démocratie, de nature démocratique, que dire? Il y a certes le principe de la séparation des pouvoirs, parce que le principe de la séparation des pouvoirs est mis en mouvement, mis en avant pour permettre une autonomie des différents pouvoirs, mais cette autonomie des différents pouvoirs a l'effet de le fragmenter, de le neutraliser pour évincer éventuellement les nuisances politiques qui peuvent naître de l'exercice du pouvoir. Il n'empêche qu'il y a une nécessité de collaboration entre les pouvoirs, et c'est cette nécessité de collaboration entre les pouvoirs qui nécessite tout un ensemble de protocoles et de règles qui permettant donc d'huiler, d'articuler convenablement, de façon juridiquement encadrée, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Sur la base de la loi. Sur la base de la Constitution, qui est notre charte fondamentale. Ces différents pouvoirs. De la Constitution, qui est la charte fondamentale, et de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de toute autre loi pertinente. Vous l'avez expliqué, vous l'avez démontré, Maurice Soudieck-John, invité d'objection, l'histoire des levées de l'immunité parlementaire des députés en question. Oui, aujourd'hui, avec le cas spécifique de Farba Ngom, est-ce que, en termes de lecture et d'analyse, vous y avez trouvé un sens? Je pars du principe que d'abord, le député, il est certes protégé dans l'exercice de ses missions, mais il reste un élu. Donc, il est forcément redevable, il est forcément justiciable. Il n'est pas en dehors de la loi, il n'est pas au-dessus de la loi. Même si la loi le protège pour lui permettre d'assumer au mieux l'exercice de sa mission. Et il est maire aussi. Oui, mais c'est pareil pour le maire. Certes, c'est un élu, il gère un mandat, mais cela ne fait pas qu'on soit au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Alors c'est cela, certes, la loi peut aménager des protections particulières, que ce soit à travers des immunités comme l'immunité parlementaire ou l'immunité qui est accordée au président de la République dans l'exercice de ses fonctions, ou alors
à travers donc les immunités, mais également on peut chercher à protéger donc ceux qui exercent des mandats, mais cette protection ne signifie pas une impunité totale. Il peut y avoir aussi, je parlais des immunités, il peut y avoir aussi le privilège de juridiction, comme la Haute Cour de justice qui juge le président de la République et les membres du gouvernement pour les fautes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Justement, au rapport de force entre la majorité et la minorité parlementaire. Ici, on voit à travers les différentes séquences historiques, à chaque fois qu'il y a une demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député, la majorité en question qui se trouve du côté du pouvoir ne trouve aucun problème justement à lever cette immunité. C'est justement ce qui continue jusqu'à présent, c'est justement le rapport entre majorité et minorité parlementaire. Au fond, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'on reproche aux députés, il y a toujours la présomption d'innocence, mais c'est une procédure naturellement qui va suivre son cours. Maintenant, il est vrai que lorsque le député lui-même est adossé à une majorité, cette majorité-là est moins encline à mettre en cause un député de son camp. Ça, c'est une réalité politique. Mais en dehors de cette réalité politique, je crois qu'il faut s'intéresser aux faits précis qui sont à la base de la levée de l'immunité parlementaire, même si, en l'espèce, les défenseurs de l'honorable député Farba Ngom, qui a la présomption d'innocence, ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments qui leur ont été fournis dans l'appréciation de l'espèce par rapport en tout cas à cette levée d'immunité parlementaire. Ça aussi c'est un problème. Peut-être qu'on aurait dû donner davantage d'éléments d'appréciation à la commission ad hoc. Pourquoi pas qu'on aurait dû peut-être y joindre le rapport de la CENTIF ou des extraits de ce rapport-là. Mais quoi qu'il en soit, sur le plan strictement légal, l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit la mise en place de la commission ad hoc ne donne pas ne fait pas d'obligation, ne vise pas des pièces obligatoires à mettre au dossier pour que ce dossier-là puisse être examiné par la commission, quoique sur le plan purement logique, on peut comprendre qu'on ne puisse pas demander à une commission de statuer sur des faits qu'elle ignore. Il détient une maîtrise en droit, doublée justement d'une double agrégation en sciences politiques qui nous permet justement de mieux appréhender à travers vos explications les mutations en cours dans le jeu, dans l'espace politique. Alors, Maurice Soudieck-Dione, finalement, la procédure a été menée à terme. Maintenant s'ouvre un autre feuilleton, celui-là judiciaire. Qu'est-ce qui va se passer après la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom? La levée de l'immunité parlementaire, c'était l'obstacle qui faisait qu'on ne pouvait pas mettre en mouvement la procédure judiciaire. Maintenant, c'est levé, donc il n'y a plus d'entrave. N'eût été cette immunité parlementaire, on aurait pu saisir, le procureur aurait dû saisir directement le juge d'instruction qui, lui, instruit à charge et à décharge, comme vous le savez. Et ici, il faut dire que selon les chefs d'inculpation qui sont retenus, qui sont visés par le procureur de la République, on est un peu dans l'hypothèse des infractions contre la chose publique, article 56 à 100 du Code pénal, régi par l'article 139 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire les infractions contre la chose publique et la diffusion de fausses nouvelles, article 255, et nous avons aussi les articles 152 à 155 du Code pénal et qui donc sont adossés à l'article 140 du Code de procédure pénale, et que s'il y a des implications qui sont de nature à avoir des connexions avec un détournement de deniers publics, lorsque le procureur de la République demande le mandat de dépôt est obligatoire, c'est la loi qui le dit, sur la base de l'article 140 du Code de procédure pénale, en application des articles 152 à 155 du Code pénal. Là, c'est le mandat de dépôt. Lorsque le procureur le demande, ou c'est le mandat de dépôt, ou c'est la consignation de la totalité des sommes litigieuses. La procédure est en cours, je dis
dit simplement l'état du droit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des implications qui sont liées à des détournements de deniers publics, la loi prévoit un mandat de dépôt automatique lorsque le procureur de la République le demande, et lorsque le procureur de la République le demande, et ce mandat de dépôt est relatif, comme je le disais tantôt, à l'application des articles 152 à 155 du Code pénal et qui sont adossés à l'article 140 du Code de procédure pénale. Par rapport à ce mandat de dépôt automatique dont je parlais, c'est-à-dire qu'ici aussi, c'est peut-être une des failles de notre législation parce qu'il y a la présomption d'innocence. Et si le procureur de la République qui est parti au procès peut demander et obtenir ipso facto du juge d'instruction un mandat de dépôt obligatoire, c'est comme s'il y avait une présomption de culpabilité. Et ça pose un problème du point de vue de la protection des droits et libertés des mises en cause. Et ça, je pense que c'est une manière de neutraliser le juge d'instruction qui, comme vous le savez, le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il recherche les éléments allant dans le sens d'établir la culpabilité de l'infracteur comme les éléments à décharge qui visent à le disculper. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore, nous avons un problème par rapport à notre arsenal juridique et judiciaire. La question a été posée lors des assises de la justice et je crois qu'il y a des réformes qui doivent aller dans ce sens parce que si on dit que le mandat de dépôt est obligatoire ou qu'il faut consigner la totalité des sommes litigeuses, on est déjà dans une présomption de culpabilité. Pire encore, on est dans une forme de rationalisation du clientélisme à partir du site présidentiel, en tout cas dans les régimes qui se sont succédés, pas dans ce régime-ci, puisque c'est un nouveau régime, mais ça veut dire que lorsqu'on poursuit quelqu'un sur la base de détournement de deniers publics, automatiquement, on est sûr de le mettre en prison. Et lorsque le président ne veut pas qu'il soit poursuivi, eh bien, il peut mettre son coude. Donc, c'est là où le système était pernicieux. Et je crois qu'il y a des réformes à faire en ce sens. On reviendra déjà sur les réformes par rapport à la justice, mais toujours dans le prolongement, Maurice Soudieck-Dione, l'objet en question, c'est la sécurisation justement de l'espace politique, mais surtout la sécurisation des finances publiques. Aujourd'hui, avec justement l'assentif de plus en plus sur l'espace public, la question, est-ce qu'on est en train de vivre une autre ère de gouvernance dans la sécurisation des finances publiques et de l'espace public? Je crois qu'il y a une forte présomption, je dirais une présomption simple, je ne dirais pas irréfragable, puisqu'il faut attendre le cours des choses et juger sur pièce. Mais il y a un fort espoir qui est porté par rapport à la reddition des comptes, par rapport à la gestion saine et vertueuse des deniers publics dans le sens de l'intérêt général et dans le sens des objectifs de développement que le Sénégal s'est assigné. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a une seule réforme qu'on devrait faire, une seule, pas deux, pas trois, pas quatre, une seule, ce serait la réforme de la gouvernance, organisation et méthode éthique dans la gestion des affaires publiques. Parce que nous avons tout, nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources financières, nous avons les ressources naturelles, nous avons le soleil, nous avons tout. Donc ce qui reste, c'est simplement la gestion vertueuse des ressources publiques. Et ça, si on ne le réussit pas, eh bien cela compromet les efforts de développement. Et on a vu que dans tous les régimes qui se sont succédés, on a eu ces difficultés-là. Souvent, on tire à boulet rouge sur l'extérieur, sur le Fonds monétaire international, sur la Banque mondiale, sur la France, sur les pays développés, mais on ne prend pas en compte l'exacte mesure de notre propre responsabilité en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Si vous prenez l'époque de l'étatisme triomphant, où l'État était cet État-là démiurge qui devait assurer la construction nationale et le développement économique de 60 à 80, eh bien, ce qui a entraîné les programmes d'ajustement structurel, c'est un système de corruption et de prédation, des ressources qui a provoqué la faillite économique de l'État. Eh bien, même l'aide extérieure, l'aide que nous recevons des autres pays, mais c'est du travail. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc, comment nous pouvons penser que nous pouvons dépenser de l'argent et sans
travailler. Comment peut-on penser comme ça que les ressources publiques peuvent être gaspillées, pillées, dilapidées par une minorité qui s'en accapare, en use et en abuse, sans phare et à l'exception de tout idéal d'utilité publique. Ça, c'est vraiment la gangrène de notre système politique. Et s'il y a cette volonté ferme de changer, moi je pense que c'est la réforme essentielle qu'il faut mener et qu'il faut réussir. On a attendu cela du président Macky Sall qui avait parlé de Wade. De Wade d'abord, oui, du président Wade. Mais quand il est arrivé, il s'est inscrit dans une logique de construction hégémonique, de renforcement de son pouvoir et de perpétuation de ce pouvoir-là, jusqu'à demander un troisième mandat avec tout ce qui s'en est suivi. Alors, le président Sall aussi arrive, il avait parlé de gouvernance sobre et vertueuse, il avait parlé de la patrie avant le parti, il avait dit qu'il fallait construire un état de droit, c'est-à-dire le patrimoine immatériel qui est le socle sur lequel repose la nation, l'État et la République, la paix pour la République. Exactement, et qui est la base du développement. Malheureusement, c'est dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de l'état de droit que le régime du président Macky Sall a le plus failli. Et aujourd'hui, ce chantier, je crois que cet élan fort, cette renaissance politique, pour ne pas dire ce renouveau politique, eh bien, il est essentiel, mais je crois qu'il y a une demande très forte qui est adossée à celle-ci, c'est la reddition des comptes, c'est la gouvernance, mais c'est surtout la mobilisation effective et efficace de toutes les ressources du pays au service du développement. Et je crois que si on ne le réussit pas, on aura raté le coche, on aura raté un rendez-vous avec l'histoire. Un grand virage raté, dites-vous. Mais aujourd'hui, vous avez parlé de mobilisation des ressources, mais aussi la mobilisation des citoyens, par le jeu des acteurs aussi, mais par le jeu aussi des institutions. Maurice Soudieck-Dione. Justement, il y a cette dualité, ou plus exactement cette complémentarité. En réalité, la démocratie, c'est un régime qui postule dans l'absolu l'identification des gouvernants aux gouvernés. Il est vrai que dans la perspective qui est celle des tenants du pouvoir, le Djubel-Djubanti, c'est-à-dire cette nécessité, cette doctrine gouvernementale qui consiste à faire en sorte que ceux qui sont les serviteurs de l'État puissent le faire avec rectitude, avec probité, avec intégrité, ça c'est un impératif catégorique, mais il y a l'autre impératif catégorique aussi, l'autre versant, l'autre aspect de cette complémentarité nécessaire, c'est l'appropriation de ces valeurs républicaines citoyennes par les populations, par les Sénégalais. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important sur quoi il faut mettre l'accent, mettre le curseur par rapport à l'éducation, par rapport à la sensibilisation, à la formation des jeunes et des moins jeunes, à tous les niveaux, sensibiliser sur la nécessité de gérer ce que nous avons en commun, parce que ce n'est pas beaucoup. Il faut que l'on partage et qu'il puisse y avoir une véritable expression d'une solidarité nationale en ce sens-là. Mais également, il faut de la sanction pour que les comportements déviants par rapport à l'éthique républicaine soient sanctionnés afin de servir d'exemple, parce que sinon, cela donne l'impression qu'on peut continuer à piller impunément les deniers publics avec tous les inconvénients néfastes pour la collectivité nationale, à tous les niveaux. À tous les niveaux, dites-vous, le jeu des acteurs, mais aussi il y a des jeux des appareils politiques aujourd'hui. Oui, dans cette trajectoire, on a vu, pour s'interroger du parcours du Parti démocratique sénégalais, parti au pouvoir, après dans l'opposition. Ensuite, il y a l'APR, parti au pouvoir qui est devenu parti d'opposition. Là, c'est le PASTEF aujourd'hui qui devient parti au pouvoir également, avec justement les forces et les faiblesses. Comment, dans ce jeu, en quittant celui dit institutionnel, on est dans le jeu des partis politiques également pour déboucher sur l'assainissement de l'espace public?
De ce point de vue, que devons-nous retenir? Je crois que c'est des instances qui entretiennent des relations dialectiques, des relations de coproduction, parce que ce sont les instances partisanes qui lubrifient les instances institutionnelles, et les instances institutionnelles aussi s'appuient quelque part sur les instances partisanes, même s'il faut faire la part des choses entre l'État et le parti. Naturellement, on voit que la plupart du temps, lorsqu'il y a des régimes qui arrivent, de nouveaux régimes, ces régimes-là s'inscrivent dans des processus de construction hégémonique, et cela va souvent avec des pratiques autoritaires et des pratiques de prédation. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici. Avec le nouveau pouvoir en place, je note d'abord une rupture paradigmatique. Pourquoi je parle de rupture paradigmatique? Parce que quand le président Wade est arrivé avec ses audits, c'était pour massifier son parti et organiser à grande échelle la transhumance. Lorsque le président Sall est arrivé, il a visé intuitu personné 25 membres dignitaires du Parti démocratique sénégalais à envoyer à l'échafaud. Donc là, c'était des personnes qui étaient visées. Ciblé. Lorsque, avec le nouveau régime, on voit que ce ne sont pas des personnes qui sont visées, mais ce sont des rapports qui sont mis en exécution. Et les rapports mis en exécution, c'est des rapports qui ont été réalisés par le régime sortant. Donc ça veut dire qu'au moins sur ce plan, on a encore une rupture paradigmatique dans la procédure. Maintenant, pour l'instant, voilà, pour l'instant, puisqu'on ne peut pas, on parle pour l'instant, bien entendu, pas pour l'avenir. Mais il y a des, comment dire, il y a deux réserves ou deux préoccupations majeures qui doivent être bien intériorisées. C'est le respect scrupuleux de l'état de droit. Parce que c'est l'état de droit qui permet à tous les citoyens d'être en sécurité. Vous avez vu cela qui jadis, dans un avenir, dans un passé proche, était en toute arrogance monté dans de grands chevaux pour avaliser le piétinement des droits et libertés et la banalisation de l'état de droit, la transgression des droits et libertés. Ce sont ces mêmes aujourd'hui qui nous parlent de droit et qui nous parlent de respect des droits et libertés. Donc ça veut dire que personne n'est en sécurité lorsque l'état de droit est fragilisé. Et que l'état de droit, c'est ce qui permet la protection de tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur rapport au pouvoir, qu'ils soient donc dans l'opposition ou autre. En tout cas, c'est ce qui assure la sécurité de tous. Et ça, c'est une problématique essentielle qu'il faut toujours tenir en perspective. La notion de rule of law, la notion de due process, pour reprendre les concepts anglo-saxons. L'état de droit, c'est extrêmement important. La deuxième chose certainement à laquelle il faut veiller, c'est veiller à bien distinguer le parti de l'État, j'allais y venir, et l'État. Parce que finalement, ça, c'est la grande question finalement aujourd'hui. Au regard de notre trajectoire démocratique, distinguer les deux pose problème souvent. Ça pose problème. Distinguer les deux pose problème parce qu'on a d'abord deux éléments qui, à mon sens, biaisent le jeu politique jusque-là. C'est la forte personnalisation du pouvoir et c'est le clientélisme. Donc, pour la personnalisation du pouvoir, on a ici un pouvoir charismatique qui est incarné par Ousmane Sonko. Certes, il y a aussi des mesures, des attentions qui me semblent faites par rapport à la gestion des ressources publiques, à la reddition des comptes. On a vu, j'en parlais tout à l'heure, cette rupture paradigmatique qui a consisté à viser non pas des personnes mais des rapports. Tout cela est pour le moment encourageant. Et je crois qu'il faut continuer dans cette perspective parce que, en réalité, la véritable victoire, ce n'est pas la victoire sur les autres, c'est la victoire sur soi-même. Et je crois que, comme disent les Écritures saintes, le rappel profite aussi bien à celui qui rappelle qu'à celui à qui il est rappelé. Ça veut dire qu'il faut toujours être vigilant à soi, vigilant par rapport à ses partisans, d'autant plus qu'on a un parti où vous avez une adhésion très forte à un idéal, à un projet, mais cette adhésion peut facilement virer au fanatisme. Et donc, il faut faire attention à ce niveau et garder en tête qu'il faut respecter l'état de droit en toutes circonstances de façon scrupuleuse, d'une part, mais également qu'il faut lutter contre le clientélisme, lutter contre ces glissements
insidieux et subreptice de l'action politique qui peut être capturée, canalisée par les appareils politiciens, faire attention à cela, faire attention au clientélisme, faire attention aussi à la primauté du parti sur l'État. Le caractère partisan, dites-vous. Alors oui, toujours restons dans l'analyse avec deux exemples. Le PASTEF et l'APR aujourd'hui. Des enjeux véritables pour ces deux partis. L'autre est dans l'opposition, l'autre gère le pays. Que retenir par rapport aux enjeux pour ces deux partis? Je crois qu'aujourd'hui, la force du PASTEF, c'est, je vous parlais tout à l'heure des constructions hégémoniques qui se fondaient sur la reddition des comptes, mais qui en réalité étaient une sorte de règlement de comptes. Aujourd'hui, parce que c'est aussi un parti qui doit se construire. Je crois que c'est un parti très bien structuré. Le PASTEF, c'est un parti bien organisé et bien structuré. Tandis que l'APR n'était pas structuré parce que le président Sall avait estimé que c'était une stratégie politique pour éviter que les figures de proue du parti soient retournées par le pouvoir. Et donc, ce qui fait qu'on a fonctionné un peu sans avoir structuré l'APR. Donc ça a posé un problème d'ailleurs. C'est peut-être cela qui a fait que le président Sall a été quelque part obligé d'être la tête de liste de la coalition Takku Wallu. C'était certainement pour éviter au parti qu'il ne se disloque à l'APR, qu'il y ait encore des départs qui auraient limité encore la force de frappe. PASTEF au pouvoir, quel enjeu? PASTEF au pouvoir, nous avons déjà, je le disais, un parti bien structuré. Donc ça veut dire que et un parti constitué de jeunes. Donc ça veut dire que le phénomène de la transhumance risque de moins prospérer ou de ne pas prospérer du tout parce que ce sont des gens qui voudront être parachutés et qui vont peut-être vouloir s'imposer par les moyens financiers ou autres. Or, on a déjà un parti bien structuré composé de jeunes qui ont aussi des ambitions et qui étaient là quand c'était difficile, qui ont mené le combat. Donc ça, c'est déjà un atout pour PASTEF. L'autre atout pour PASTEF, c'est que c'est un parti aussi bien organisé et qui a eu la capacité à mobiliser des fonds, alors que généralement dans les autres partis, ce qu'on était habitué à voir, c'est que c'est le chef de parti, le chef de file, le leader, qui essentiellement pourvoyait aux besoins du parti. Et donc du coup, cela le mettait aussi sur un piédestal, sur une position d'aplomb et de surplomb qui faisait qu'il était la constante à côté de variables, comme on le disait pour le Parti démocratique sénégalais. Donc ça, c'est aussi un atout, le fait de cotiser, de mettre de l'argent de côté et de financer les activités du parti. Je pense que ça, c'est une innovation du PASTEF. Le fait aussi de travailler, d'avoir beaucoup travaillé sur la citoyenneté, sur les investissements humains, sur des cours aux jeunes pendant la période des vacances, sur les vacances agricoles patriotiques, sur le don de sang. Donc vraiment, il y a eu beaucoup d'innovations que PASTEF a apportées sur les ouvrages qui ont été écrits ou par Ousmane Sonko ou en collaboration avec certains responsables de son parti. Donc tout cela montre vraiment une nouvelle manière de faire de la politique. Maintenant, il y a des risques. Les risques, c'est qu'en sera-t-il avec la massification? Les risques, c'est qu'en sera-t-il avec le rapport au clientélisme? Comment se maintenir au pouvoir dans un contexte où les urgences nécessitent pour les gérer des réformes structurelles et que ces réformes structurelles sont nécessairement des réformes qu'il va falloir envisager dans le temps long? Concrètement, dans cet entre-deux, comment on fait? Et c'est là où véritablement la question de la massification, la question du clientélisme vont être des questions dirimantes qu'il va falloir résoudre. Mais quoi qu'il en soit, comme je le disais tantôt, la plus grande victoire n'est pas la victoire sur les autres, mais c'est la victoire sur soi-même. Et est-ce que le PASTEF donc comment le PASTEF va relever ces défis? En tout cas, c'est des défis, c'est de grands défis qui ont toujours traversé de façon à constituer des dilemmes cornéliens pour les partis au pouvoir qui se sont succédés. Alors, pour les partis qui se sont succédés, aujourd'hui aussi, il y a analysé. Vous avez parlé de l'APR, vous avez parlé du PASTEF comme illustration face à des dérives ethnicistes également, de plus en plus sur le terrain et dans l'espace alors politique. Que dire
avec le recul, en termes de conséquences de ces dérives ethnicistes? Oui, je crois que c'est des dérives qu'il faut condamner vigoureusement parce que ce qui fait le charme du Sénégal, ce qui fait le socle du Sénégal, c'est ce code culturel inclusif que le président Senghor a bâti de façon remarquable. Il a été théoricien et praticien. Nous avons un héritage. Oui. Je disais que le président Senghor est théoricien et praticien. Il a été architecte et artisan, concepteur et effecteur de la nation sénégalaise. Et donc, ce legs, nous devons le préserver, indivis, pour parler comme Ernest Renan. Et donc, la nation, cette communauté imaginée, est un plébiscite de tous les jours. Ce commun vouloir de vie commune, nous devons l'entretenir et donc écarter, exclure du champ politique toutes ces dérives ethnicistes, parce qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas où ça aboutit. D'autant plus que nous avons la chance au Sénégal d'avoir le cousinage à plaisanterie, d'avoir la parenté entre les Sérères et les Halpulaar, entre les Sérères et les Diola, et tout cela. Donc on a un brassage culturel, un brassage ethnique, une fraternité qui s'est tissée à travers les âges et qu'il faut préserver, certainement aussi qu'il faut enseigner. Et la culture doit jouer un rôle. On a parlé du festival Agen et Djambogne, je pense que le cousinage à plaisanterie, tout cela devait être ressuscité, revitalisé à travers des activités culturelles, à travers des manifestations culturelles, à travers des actions culturelles fortes pour pérenniser, entretenir dans la conscience collective la nécessité de vivifier sans cesse ce qui nous fait tenir ensemble en tant que nation, en tant qu'État, et je crois que c'est essentiel. Maintenant, pour les dérives, il faut que l'État puisse sanctionner les dérives ethnicistes, d'autant plus que c'est prévu par le Code pénal et c'est prévu également par notre Constitution. Et cela requiert de la responsabilité de part et d'autre, notamment même dans le discours politique. Surtout dans le discours politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est ce qui nous fait tenir ensemble. C'est ce qui nous fait tenir ensemble, ce qui nous fait que nous avons envie de continuer à vivre et à relever les défis du futur ensemble en tant que Sénégalais. Et donc, si déjà on fragilise cette base, ce socle, eh bien, il n'y a plus de nation, il n'y a même plus d'État. Et donc, je crois que c'est une obligation cruciale, une responsabilité primordiale de l'État de veiller à ce que ces dérives soient sanctionnées conformément à la loi, sans faiblesse coupable ni cruauté inutile. Maurice Soubdiek-Dione, invité d'objection, professeur agrégé des universités, enseignant-chercheur en sciences politiques. Alors, M. Dione, parlons maintenant de ces institutions, de ces organes extra-institutions. Oui, il y a des organes de régulation, il y a les syndicats. Dans le jeu démocratique, justement, ces organes extra-institutions dans le jeu démocratique aussi nécessitent une grosse réflexion pour une démocratie solide, non? Tout à fait. Vous savez, la démocratie, il y a on a beaucoup parlé de démocratie directe qu'on expérimente de temps à autre avec les référendums. Il y a la démocratie participative également qu'on agite. Même on parle de démocratie d'opinion parce que la démocratie repose sur l'échange discursif, sur la lutte des contraires. La lutte des contraires, comme vous dites, la dialectique, le fait de confronter des idées, des valeurs, des intérêts dans l'espace public entre des citoyens présumés rationnels, raisonnables et responsables pour définir ensemble les compromis dynamiques qui doivent présider au fonctionnement de la société. Donc la dimension discursive, elle est importante et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la multiplication des supports médiatiques audiovisuels et autres, il y a une nécessité de réguler, d'autant plus que quand vous voyez bien l'évolution de ce qu'est aujourd'hui le CNRA, on était parti du Haut Conseil de la radio-télévision 1991, ensuite du Haut Conseil de l'audiovisuel 1998, Conseil national de régulation de l'audiovisuel en 2005. Donc aujourd'hui, avec le numérique, vous avez travaillé sur la question. Avec la digitalisation, donc on est obligé d'évoluer, c'est-à-dire d'avoir des formes de régulation beaucoup plus efficaces. Et oui, parce que sinon, dire, c'est faire. Il y a une dimension performative du langage.
Et cette dimension performative du langage fait que ces dérives ethnicistes dont vous parliez tout à l'heure sont extrêmement dangereuses. Parce que ce qui se réalise passe toujours par une phase de constitution dans l'esprit. C'est pourquoi Karl Marx disait que la différence entre l'abeille la plus experte et l'architecte le plus nul, c'est que l'architecte a d'abord construit sa maison dans la tête. Donc ce que l'on dit, ce que l'on entend dans l'espace public surtout, c'est extrêmement important, surtout s'il y a maintenant la qualité d'homme politique qu'il y a derrière. Quand vous prenez les 3 distinctions faites par Aristote en matière de communication, l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, c'est-à-dire la personne qui parle, a une dimension importante. Donc cette dimension importante, lorsque c'est un homme politique, il faut véritablement faire en sorte que le discours soit constructif, notamment en tout ce qui concerne les équilibres qui sont fragiles, équilibres qui reposent sur la cohabitation harmonieuse des ethnies, des religions, des confréries et des Sénégalais, en un mot, dans toute leur diversité culturelle, ethnique, religieuse, sociale. Et l'existence d'une haute autorité en charge de la régulation ici s'impose. S'impose et surtout lui donner les moyens juridiques, mais aussi les moyens financiers. La régulation du numérique aujourd'hui, ça pose problème. Le travail que fait le ministre de la communication pour mettre de l'ordre dans le secteur de la presse, c'est un travail qu'il faut louer dans son principe, mais que ce travail-là doit se faire aussi dans la concertation, dans l'inclusion et dans la transparence. Je crois que ça, c'est des défis qu'il faut. Mais ça, c'est comprendre les enjeux, que ça ne peut se faire que dans la concertation. Dans la concertation, et donc, mais ce sont des réformes dont on ne peut pas faire l'économie. Et justement, les syndicats, parlons-en, à côté des syndicats, vous avez aussi, la classe religieuse, qui a sa place et son rôle en démocratie également. Oui, les religieux ont leur place. Chris O'Brien a parlé du contrat social sénégalais, c'est-à-dire l'utilisation des confréries comme depuis la période coloniale comme des moyens de faire accepter plus judicieusement et à moindre coût, c'est-à-dire sans avoir besoin d'utiliser des formes de violence, comme on a pu le voir ailleurs en Afrique, pour assurer la pérennisation, la perpétuation de l'ordre sociopolitique impérial. Ce modèle s'est poursuivi avec l'État postcolonial à travers les consignes de vote que donnaient les marabouts, à travers le rôle de régulation qu'ils ont toujours joué dans l'espace public et politique. Aujourd'hui, avec le renforcement de la citoyenneté, on a un repli stratégique, peut-être plus exactement qu'un recul du pouvoir religieux, qui se cantonne plus à la sphère spirituelle et donc laisse aux citoyens la possibilité donc de décider en tout ce qui concerne la sphère temporelle du politique. Et je crois que ça, c'est une avancée de la citoyenneté, mais que ce rôle de régulation que les chefs religieux ont toujours eu, ce rôle doit être préservé parce qu'on a besoin parfois, lorsque les tensions sont très dures dans une démocratie ou qu'on est dans des formes d'extrémisme politique, on a besoin d'autorités transcendantales qui puissent permettre aux différentes parties de se rapprocher. Et ce rôle, le pouvoir religieux doit le jouer, mais cela suppose aussi que ce soit un pouvoir à équidistant des différentes chapelles politiques pour conserver toute son autorité et pour ne pas saper sa magistrature morale. Et en définitive, on est toujours à l'ère de l'institutionnalisation de la démocratie. C'est le sujet de votre thèse, justement, dans le prolongement. Et au regard des mutations en cours, que reste-t-il de cette thèse? Le processus d'institutionnalisation de la démocratie, j'en étais arrivé à cette conclusion que les constructions hégémoniques du pouvoir personnel contredisent et nourrissent tout à la fois l'institutionnalisation de la démocratie au Sénégal. Eh bien, c'est cette tension-là à laquelle on assiste. J'avais fait la remarque qu'au bout de 8 ans à peu près de pratiques autoritaires et de clientélisme, il y avait des effets d'ouverture. Le président Sall a voulu déroger à cette règle en voulant continuer les pratiques autoritaires au-delà de ces délais de 8 ans. Et on a vu qu'il a été obligé au dernier moment d'ouvrir le jeu avec la loi d'amnistie, la libération des prisonniers, et cela a abouti à une alternance. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un système qui a tenu sur plusieurs décennies. Et il faut maintenant des réformes intelligentes, des réformes
des réformes prudentes, parce que nous avons quand même un système qui nous a permis d'avoir une stabilité politique. Mais jusqu'ici, donc il faut peut-être revoir les droits et libertés. Je parlais tout à l'heure. En termes de réforme, très rapidement. Oui, en termes de réforme, c'est-à-dire renforcer, revoir le rôle, les pouvoirs exorbitants du procureur de la République, par exemple, encadrer ses pouvoirs, la nomination d'un juge des libertés, le fait que tous les rapports convergent vers le président de la République qui apprécie de façon discrétionnaire l'opportunité de les déférer devant la justice. Tout cela doit être modifié et faire en sorte que la justice ait un pouvoir d'autosaisine et que dans certaines situations, qu'un juge d'instruction puisse être directement saisi, comme dans le cadre des rapports de la CENTIF par exemple. Et je pense que ça va permettre d'assainir le système politique et ça va permettre de lutter efficacement contre l'impunité et ça va lutter contre le clientélisme parce que le président de la République sera dessaisi par rapport aux affaires dirimantes, graves qui vont concerner la prévarication, la corruption et la dissipation des biens et des ressources publiques. Et c'est le sens, justement, la voie tracée pour sécuriser et les finances et l'espace public. Sécuriser les finances, c'est un impératif, c'est-à-dire mobiliser toutes les ressources à utiliser de façon optimale au service du développement, au service des préoccupations essentielles des citoyens sénégalais, des populations sénégalaises, parce que la pauvreté se développe, les difficultés existent à tous les niveaux et je crois qu'il est inadmissible qu'une minorité, encore une fois, qui voit la vie en rose, condamne le peuple à vivre une vie morose tout en pillant les ressources qui sont celles du peuple en question. Et je crois qu'il y a quelque chose de honteux et d'inacceptable dans ces situations qu'il faut corriger. Et aboutir sur une bonne redistribution des ressources équitables et qui répond à justement des besoins aussi géographiques. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et sous cet angle, je crois qu'il y a ici une autre rupture paradigmatique qu'il faut soulever, c'est-à-dire que dans les régimes libéraux, que ce soit le président Wade et le président Sall, ils ont eu dans une optique développementaliste, c'est-à-dire un bâillonnement des droits et libertés et la mise en avant des infrastructures. Ils ont beaucoup travaillé sur cela, mais ils ont oublié la dimension industrialisation et la dimension aménagement du territoire. Et donc cette dimension d'industrialisation et d'aménagement du territoire qui est prise en compte à travers les pôles territoriaux qui sont développés, à travers un aménagement du territoire judicieux mis en mouvement alors qu'on était jusque-là sur les biais de l'aménagement colonialiste du territoire avec la mise en valeur des territoires côtiers. Et je crois que ça, c'est aussi une rupture paradigmatique qu'il faut saluer pour désengorger Dakar, créer de la richesse là où il y a de la pauvreté et faire en sorte que les terroirs de l'intérieur puissent se développer, puissent entretenir un dynamisme économique et qu'il puisse s'établir des circuits économiques entre les différents pôles. Et je crois que c'est ce dynamisme économique qu'il faut. Et là, c'est une rupture essentielle initiée par le projet. Et qu'est-ce que cela va donner? Oui, aussi, attendons de voir ce que cela va donner parce que cela nécessite beaucoup de moyens. Où trouver ces moyens? Dans le prolongement, vous avez vu, oui, l'avènement de Trump 2 a coïncidé avec justement la suspension des cotisations, par exemple, de la part des Américains. On a vu du côté de l'OMS aujourd'hui ce que cela va endurer comme conséquence. Vous avez l'USAID, par exemple, qui sont des sources de financement. De ce point de vue, les nouvelles autorités, quelque part, se doivent de trouver justement de grandes innovations par rapport à ce qui se dessine à travers le monde, d'où l'avènement de Trump 2, que retenir pour ce qui est de l'Afrique. Oui, je pense que le président Trump, il est resté égal à lui-même dans sa vision des choses. Son discours est un discours populiste, c'est un discours nationaliste, c'est un discours protectionniste et c'est un discours climato-sceptique. Donc Trump
s'inscrit dans cette logique de revigoration de l'influence américaine au sens politique et au sens économique, Make America First, Make America Great Again. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est la grandeur de l'Amérique, c'est le souverainisme. Je crois que c'est aussi une leçon à tirer pour tous les pays africains, à savoir compter d'abord sur ses propres forces, mobiliser de façon rigoureuse et optimale les ressources nationales, organiser le pays et mettre en avant des stratégies qui nous permettent de prendre en charge nos difficultés et non point de se raccrocher aux autres parce que la charité des nations n'existe pas. N'existe pas, c'est justement dans le cercle des relations internationales. Aujourd'hui, on a vu du côté de l'AIS ce que cela donne comme résultat, de plus en plus enclin à la construction de ce sous-ensemble dans l'espace CEDEAO, finalement. Oui, je crois que ces pays de l'AES, je crois que c'est, disons, c'est une réalité avec laquelle il faut faire, mais qui est un peu, qui au départ était conjoncturelle et aujourd'hui est en train de s'institutionnaliser. Mais quoi qu'il en soit, il faut dire que les régimes militaires sont des régimes d'exception et qu'un régime d'exception ne peut pas avoir une vocation à se pérenniser. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils vont revenir à la normalité dans l'ordre constitutionnel. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point maintenant, c'est que souvent ces régimes considéraient qu'ils font face à des problèmes ou à des problématiques politiques qui sont d'une acuité telle qu'on ne peut pas les enserrer dans des délais réduits parce que le but n'est pas forcément d'organiser des élections, mais c'est parfois d'assurer la sécurité, de stabiliser le pays, et ça c'est un processus à long terme et que les armées étrangères, notamment l'armée française, ne pouvaient pas faire ce travail-là parce que le mandat n'était pas clairement établi. Vous étiez là, ils étaient là pour peut-être repousser les djihadistes, mais ensuite on s'est rendu compte que tout était à faire et ça ne peut pas être le travail pour un État souverain. Pour un État souverain, c'est l'État qui doit prendre ces questions en charge. Donc c'est des problématiques très complexes. Je crois qu'il ne faut pas couper le fil du dialogue avec les pays de l'AES et que c'est une situation conjoncturelle à un moment donné qui a dérivé vers cette structuration institutionnelle et que peut-être à l'avenir, s'il y a une normalisation démocratique, les relations avec la CEDEAO peuvent reprendre, mais également la CEDEAO doit en tirer des leçons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que ces pays-là aussi se sont éloignés? C'est peut-être une certaine manière d'avoir géré la CEDEAO, d'avoir géré le rapport avec ces pays-là, alors même que dans ces pays de la CEDEAO qui étaient très enclins à donner des leçons, il y avait également en leur sein des difficultés, notamment des présidents qui s'efforçaient, qui se recroquevillaient et se raccrochaient contre, avec désespoir de cause au pouvoir. Au pouvoir, et finalement, c'est la dernière question. Comment, dans un tel contexte, avec de plus en plus un protectionnisme de la part des États-Unis, mais également des pays qui s'isolent pour se refermer sur eux-mêmes, comment, dans un tel contexte, asseoir, parce que l'ouverture est irréversible, on ne peut pas s'enfermer, on ne peut pas que s'ouvrir également, comment justement organiser le jeu international aujourd'hui. Je crois que le président Léopold Sédar Senghor nous avait parlé de deux maîtres mots, l'enracinement dans nos valeurs de civilisation et l'ouverture aux apports extérieurs fécondants, ouverture par cercle concentrique, qui est ouverture à l'afripolanité et ouverture à la mondialité. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'il faut diversifier les soutiens diplomatiques du Sénégal, mettre en avant les intérêts du pays, mais également compter sur nos propres forces et ne pas espérer que le développement se fera pour nous par les autres. Maurice John, merci. Merci infiniment. Ça a été encore une fois un grand plaisir de vous recevoir à cette émission Objection, pour rappeler que vous êtes professeur agrégé de sciences politiques, enseignant-chercheur. Ça a été véritablement un grand plaisir. Merci beaucoup, Bayouma. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale. Oui, vous êtes sur la 98.2
88.5, vous y restez. Place à Awa Thiaw et son invité, c'est dans le cadre de Dianobi, avant de boucler justement nos condoléances suite au décès du professeur Madior Diouf, l'universitaire, mais l'homme politique. Oui, une grande perte pour la nation sénégalaise. Qu'il repose en paix, professeur. Merci, au revoir et à dimanche prochain. Merci. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé